Salut tout le monde! Comment ça va les amis? Après. Bah, Ça ça va, va la ça forme, va. hein. Et vous? Ça va, bon écoute, on a vécu des beaux matchs de foot avec des beaux buts, donc tout va bien. Bah Brakou, je te laisse la main comme d'hab, je te laisse prendre le relais. Allez, merci beaucoup. Ça roule. Merci les gars, merci d'être là et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Hors-jeu LDC, comme la plupart des jeudis en semaine de Ligue des Champions. 4 matchs au programme, 4 matchs sur lesquels on va revenir. On parlera aussi d'Europa League avec une très belle affiche ce soir entre Lyon et Manchester United. On va revenir sur forcément la victoire du PSG, sur l'énorme défaite du Real à Arsenal. On dira un mot bien sûr aussi sur les deux autres chocs entre le Barça et Dortmund et le Bayern et l'Inter. En tout cas, on espère que vous allez bien et on espère que vous avez le soleil là où vous vous trouvez. Avec le casting, bon, Bruce a bougé du coup. Je commence avec toi, Scipion. Comment ça va le Pips? Bah, ça va très bien. Écoute, on va se faire un dialogue à deux, hein. Ça va être sympa cette émission. Ah, il revient. C'est parce que je il revient. cherche mon Oui, je sais. téléphone, je me rends compte que depuis tout à l'heure j'ai pas vu mon téléphone, du coup tu te dis mais Ah, ça putain rend je fou, l'ai ça. perdu, je l'ai mis Ça où? rend Les fou. gars 2 secondes, je cherche juste mon tel de suite. T'inquiète, on va discuter, t'inquiète. Ouais, vas-y, Scipion. Non, mais toi, comment ça va? T'étais au parc hier, j'imagine que Oui. t'as bien kiffé. Ouais, forcément, bah tu kiffes, hein, c'est les soirées qui sont assez kiffantes. Il y avait l'ambiance qu'il fallait entre Dibou qui pouvait pas toucher un ballon sans se faire siffler tous ses morts, entre les petites animations et vraiment c'est marrant, mais ce que je kiffe le plus là dernièrement quand je vais au parc pour aller voir les matchs, c'est les animations d'avant-match. Je trouve que vraiment en termes d'ambiance au parc, je sais pas si c'est un step qui a été passé, mais en tout cas vraiment ça te met bien dedans. Et honnêtement, cette année, il y a rien à dire sur les supporters parisiens. Ils sont vraiment derrière l'équipe et je pense que ça aide beaucoup les joueurs. Donc incroyable. Prux, alors, t'as retrouvé ton Je l'ai téléphone? retrouvé, juste, tu connais quand tu le poses, tu sais, il y a des endroits chez toi, il y a 3-4 endroits stratégiques où dans un monde, il y a que là que tu le poses. Bah, je l'avais posé à un endroit chelou, c'est pour ça que je le trouvais pas, tu vois. Je peux comprendre. Comment ça va, Prux? Bah écoute, ça va, comme je disais, hein, on a vu des beaux matchs, enfin des beaux buts, il y a eu du spectacle, c'est passé beaucoup de choses, donc écoute, on espère que ce soir ça va se prolonger avec Lyon contre Manchester. Exactement, on va pouvoir revenir sur tout ça. Et se projeter aussi sur l'Europa League. Avant, on parle de notre partenaire Winamax, les potos. Winamax qui vous offre un bonus de bienvenue. Vous déposez 100 € sur le site ou sur l'application. C'est doublé en pari gratuit. Et vous avez donc 200 € pour parier. Super offre avec le code HORSJEU10. Vous avez 10 € supplémentaires pour vous faire plaisir. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont dangereux et sont interdits aux mineurs. Et que si vous avez besoin de vous faire aider, dans le bandeau jaune, vous avez un numéro de téléphone à appeler si vous êtes victime de dépendance, par exemple, de perte d'argent, de conflits familiaux ou d'addiction. Vous pouvez vous faire aider, sachez-le. Kanto nous rejoint aussi. Comment ça va, Clark Kent? Bien le bonjour à tout le monde. Écoute, ça va, fatigué là, je sors le tournoi de paddle, je suis arrivé en vitesse, mais Ouais. tout va bien, tout va bien. Tout va bien? Le sport donne le moral, donc ça va. C'est quoi ton bilan? On a gagné le premier, je crois que j'ai fait 10e sur 20, un truc comme ça. C'est bilan moyen pour un P100, mais ça faisait un mois que j'avais pas joué, donc je suis assez satisfait, à part un match où j'ai troll, sinon j'ai pas trop mal joué, donc je suis plutôt content. Petit ventre Bon. mou, quoi. Ouais, ventre mou, Mitigé. détente, ventre mou. Mitigé, exactement. Mais plutôt satisfait, il faisait beau, en plus c'était cool, j'étais avec un pote à moi, donc voilà, tout va bien, même si j'ai pas gagné, tout va bien. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, il fait assez beau, j'ai l'impression, un petit peu partout. Donc, c'est vrai que on se régale, on se régale. Les amis, eh ben, écoutez, on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite avec le débrief de PSG Aston Villa. Jingle, non, je rigole, évidemment, on y va directement. Et on commence donc nos petits débats. Déjà, pour commencer, Scipion, cette victoire du PSG, il y a quelque chose qui nous fait nous dire qu'elle était quand même un petit peu attendue. On avait un PSG qui était quand même sur une très belle série dernièrement, un PSG qui, en plus, en Ligue des Champions, a retrouvé la flamme. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu as eu tous les ingrédients que tu voulais avoir?
Oui, oui, parce que c'est une victoire aboutie à 2-1 à la fin. J'étais un peu frustré parce que je trouvais que le résultat final ne rendait pas la très bonne copie que ce qu'avait proposé le PSG de Luis Enrique. Et finalement, ce troisième but, d'une part, je trouve que ça montre un petit peu l'ampleur de la victoire, mais aussi le fait d'aller à Villa Park. On sait que c'est pas évident, qu'Aston Villa est plus fort à domicile qu'à l'extérieur, donc tu as aussi une sécurité supplémentaire. Et oui, oui, c'est vraiment un match abouti, généreux de la part des Parisiens, avec bien sûr une entame où voilà, ça n'a pas forcément concrétisé. Tu prends ce but, mais c'est un peu comme tu sais, le match de City, quoi. Tu prends des buts, mais c'est pas pour autant que tu vas douter. C'est ça qui me plaît en fait dans ce PSG là, c'est qu'il peut se passer des petits trucs au cours des matchs, des buts encaissés, des occasions ratées, mais désormais, tu vois, c'est pas une équipe qui panique et elle sait qu'elle a les atouts nécessaires. Et là, bah, c'est vrai que quand tu vois le match de Doué, le match de Gvara, bah là, tu as des talents tellement supérieurs, tu as de la qualité individuelle qui peut te sortir du pétrin à tout instant. Et forcément, c'est assez éloquent et c'est un bonheur infini de voir l'évolution de Désiré Doué, la façon dont Gvara s'est intégré. Et puis ce troisième but, parce que autant, allez, on va dire que Gvara et Doué, c'était un peu des exploits individuels, mais le troisième but, c'est une très très belle séquence collective, récompensée avec le beau but en transition et Nuno Mendes, tu vois, latéral gauche dans la surface, tranquille le crochet, la finition. Donc c'est vrai que cette équipe, elle maîtrise à peu près tous les domaines, les quelques points où tu peux être un tout petit peu inquiet, voilà, peut-être les éventuelles sorties d'Aston Villa et tout. Alors c'est vrai qu'Aston Villa a mis un très beau but parce que Nuno Mendes a perdu ce ballon, mais j'ai vu un PSG serein de bout en bout, et c'est vraiment pour moi la marque de fabrique de cette équipe. Depuis le match de City, depuis le match de Liverpool, on a senti que petit à petit, il y a des déclics qui ont été opérés, et désormais, je vois une équipe qui sait à peu près bien voyager, qui sait bien mener ses matchs, qui a des joueurs pour faire la différence à tout instant. Et pour terminer, c'est bien aussi, même s'il fait la passe décisive à la fin, c'est bien aussi de pouvoir mettre 3 buts sans avoir un Ousmane Dembélé qui est en réussite, parce que hier, c'est peut-être l'un de ses moins bons matchs devant le but, mais tu as d'autres joueurs qui peuvent prendre les responsabilités, et ça, forcément, c'est une belle réjouissance. Ouais, une équipe assez totale. Bruce, beaucoup de maîtrise de ce Paris Saint-Germain. Un PSG qui domine largement par la possession, qui gagne énormément de duels, qui récupère énormément de ballons aussi. On a vraiment une équipe en fait qui a un projet qui est extrêmement abouti. Honnêtement, qu'est-ce qui lui manque à ce PSG-là? Je me souviens que lundi, toi, c'était surtout sur la finition que tu avais, entre guillemets, hein, je dis, hein, des questionnements. Mais pareil, est-ce qu'il a manqué quelque chose sur ce match-là? Non, Pipion, il a très bien résumé les choses. De toute façon, avec ce PSG-là, tu doutes pas qu'ils vont dominer, etc. et se créer beaucoup d'occasions. On se doutait qu'on allait avoir ce genre de match. Maintenant, c'est comme d'hab, c'est la finition. Maintenant, l'autre peut-être petit point, et j'en parlais avec mon chat un peu tout à l'heure, c'est vrai que le PSG en Ligue des Champions notamment, où on l'avait vu aussi contre Dunkerque par exemple, est quand même assez souvent à réaction sur ce genre de match. C'est peut-être le truc qu'il va falloir gommer, par exemple, si jamais tu vas au tour suivant contre Arsenal, vu que ça en prend le chemin, on va attendre que tout ça soit validé. Mais tu vois, tu sais, t'as l'impression que des fois, le PSG, ils ont besoin d'être piqués, de concéder un but, et après, ils lâchent les chevaux, et c'est là où ils déroulent, où ils font très très mal. Donc voilà, peut-être éviter ce truc-là, ça serait bien de temps en temps juste d'ouvrir le score, de dérouler sans attendre, entre guillemets, d'être mené au score. Mais sinon, bah, ce PSG, écoute, bluffant, hein, c'est de toute façon dans la continuité de ce qu'ils font depuis déjà un bon moment, on a compris que c'était une des plus belles équipes d'Europe. Moi, comme je l'ai dit aussi, je suis bluffé par Gvara parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, aussi impactant avec ce PSG, sincèrement. Enfin, au niveau de l'abattage défensif, techniquement, tout, il est très en jambes. Le but qu'il met, bon, Disasi, il a dansé, mais enfin, tu le sens que le mec, tout ce qu'il peut faire, il est tellement facile. Moi, je suis impressionné par Gvara. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort au PSG comme ça et encore plus aussi rapidement. Donc voilà, et comme l'a très bien dit Pipion, on a Gvara pour moi et Doué qui sont meilleurs que Dembélé sur les derniers matchs. Et c'est bien de ne pas avoir à miser tout le temps aussi autant sur Dembélé, parce qu'hier, c'est pas son meilleur match. Mais tu as un Doué qui est l'un des meilleurs Parisiens ces derniers temps, qui est juste monstrueux, qui est facile. C'est lui qui prend aussi les choses en main pour remettre l'équipe sur les bons rails. Et puis, bah, comme je disais, tu as Gvara qui est monstrueux. Donc voilà, bon, le milieu de terrain, on va pas y revenir, on les connaît. Et même Ruiz ces derniers temps, de toute façon, on a compris que lui, il était à peu près au diapason. Donc c'est très bien ça aussi. Donc voilà, écoute, très très bon match du PSG. Voilà, comme je t'ai dit, éviter d'être à réaction peut-être la prochaine fois. Et attention avec ces petites erreurs, parce que Nuno, il est très bon ces derniers temps, pas de souci. Mais tu vois, la petite erreur, c'est le seul truc que peut se mettre limite sous la dent Aston Villa. Et c'est là où tu prends le pion direct. Donc juste ces petits trucs. Mais là, c'est vraiment pour être pointilleux, parce que sinon, sur les grandes lignes, honnêtement... convaincu encore une fois par ce PSG qui est très très plaisant à voir jouer et très très fort. Euh,
Bruce a parlé de Dembélé, Kanto. Alors c'est vrai que oui, en effet, hein, sur ce match-là, c'est pas celui qui a le plus brillé, c'est une évidence. Mais il garde quand même une certaine influence. Et puis on le sait, sur cette ligne d'attaque parisienne, on a énormément de permutations, ce qui rend la tâche des défenseurs adverses très 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 compliquée. Est-ce que toi, tu as la sensation, le sentiment que Luis Enrique, il a un peu trouvé son trio offensif, parce qu'on sait qu'il y a aussi Barcola qui est toujours dans la rotation, ou est-ce que tu penses que on va continuer comme ça à s'adapter par rapport à l'adversaire et faire jouer plutôt l'un que l'autre par rapport à la situation? Est-ce qu'il a trouvé la bonne formule? Oui. Après, plutôt l'un que l'autre, ça va dépendre de l'état de forme, mais ça va dépendre de la confiance selon le type de match. Il faut rappeler qu'il y a des matchs au championnat où même si le PSG est déjà champion, il va falloir quand même les jouer. Et ces matchs de championnat vont servir de préparation en espérant premièrement ne pas se blesser, mais surtout se préparer pour garder justement ce quatuor offensif. Si on prend les 3 titulaires d'hier avec Doué, Kvara, Dembélé, et en y rajoutant notamment quelqu'un comme Bradley Barcola, voire même donner de la confiance à Gonzalo Ramos au fil du temps. Ça va être ça l'importance pour Luis Enrique. Là, aujourd'hui, à date, Dembélé est imbougeable au vu de sa saison. Doué est imbougeable parce que c'est peut-être le meilleur parisien. Et quand on voit la prestation hier de Gvicha, mais c'est vrai que Barcola, même en faisant une belle saison, aujourd'hui, Kvara part avec une longueur d'avance. Donc, est-ce que Luis Enrique a trouvé la bonne formule? Oui, on a le sentiment que, comme l'a dit Bruce, la petite surprise, c'est de voir que Kvaratskhelia a cette capacité à s'adapter déjà à ce collectif du Paris Saint-Germain où tout roule, où il est déjà à l'aise dans son rôle, il a conscience de son apport, de quand il peut y aller tout seul, quand il doit participer au collectif. Et c'est déjà dingue de le voir s'être inscrit déjà dans ce moule parisien. Mais voilà, on a le sentiment que on avait cette phrase des fois où on disait que des joueurs qui étaient bons devenaient pourris en allant dans certains clubs. On a l'impression que dans le PSG de cette année, n'importe qui pourrait venir dans ce collectif-là et se mettre au diapason et être un excellent joueur. Messieurs, question là qui me vient comme ça, que je vous pose un peu à tous. On a un projet très collectif avec ce Paris Saint-Germain-là. Maintenant, je me demande si ce PSG peut aller encore plus haut. Est-ce que vous pensez qu'il y a une marge que le PSG peut encore atteindre pour encore plus progresser? Est-ce que vous voyez des points sur lesquels cette équipe peut devenir encore meilleure? Évidemment qu'on peut toujours progresser dans la vie, de toute façon c'est une évidence, mais est-ce que là, on a atteint le potentiel max ou on peut encore aller plus haut, Bruce? Tu veux dire par rapport à l'effectif là actuel Par du rapport à ce qu'on PSG? voit en ce moment, par rapport à ce qu'on voit en ce moment dans les matchs, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Non, pour moi, ils sont au max. Sincèrement, Ils sont au max pour toi? Pour moi, ils sont au max. Mais encore une fois, il y a un truc qui m'énerve. Parce qu'il y en a certains, ils vont dire, oh, Aston Villa, ça Park the Bus, ça a fait que défendre. Bien sûr qu'ils avaient à la base cette idée d'être bloc bas et de contrer. Mais une équipe, elle veut pas défendre autant, être aussi bas et pas pouvoir ressortir le ballon pendant tout le match. Ça fait comme Liverpool à l'aller. C'est parce que le PSG est très fort et t'empêche de ressortir et te bouffe et presse très haut. Il te mange à tous les niveaux. Donc pour moi, ce PSG, avec et sans ballon, avec l'effectif actuel, honnêtement, je vois pas ce que tu peux faire de plus ou de mieux. On fait que dire que le milieu de terrain, ils sont tous au niveau. Là, les 3 offensifs en ce moment, ils sont incroyables. Et tu peux rajouter Barcola parce que c'est aussi un vrai bon joueur. Donc voilà. Je veux dire, la défense sont quasiment tous aussi à leur meilleur niveau ou tous à leur meilleur niveau. Donc, avec cet effectif-là, non, pour moi, Enrique, ça a pris du temps son processus. On l'a vu avec le début de saison où c'était à peu près bien. On voyait où il voulait en venir, mais il y avait ce fameux manque de finition. Mais là, tu arrives, j'ai l'impression, au bout du truc. Et c'est pour ça que ce PSG est très très fort. Après, si tu voudras améliorer encore l'équipe, pour moi, ça sera via 1 ou 2 recrues à des postes clés. Mais c'est tout. Là, avec l'effectif actuel, honnêtement, je vois pas trop ce que tu peux faire de mieux, non. Quant au Scipion, est-ce que vous êtes d'accord avec Bruce, sachant que sur le chat, c'est vrai que ça parle de la défense, peut-être. Après, moi, si je peux juste apporter un truc, une contribution par rapport à ça, moi, je trouve que quand tu as une équipe qui, justement, a beaucoup le ballon et, comme l'a dit Bruce, met énormément de pressing à la récupération. C'est comme le Barça, des fois, ils vont se faire ouvrir, c'est normal. C'est ça, et récupère très vite avec des latéraux qui sont très très hauts. Quelque part, en fait, ta défense, tu défends en vérité en ayant le ballon déjà. Donc, il y a peut-être ça. Scipion, Kanto, vous en pensez quoi, vous? Pour être une très très grande équipe, il faut avoir des postes doublés de partout. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas encore cette certitude-là, selon moi, au Paris Saint-Germain. On a les 3 titulaires au milieu avec Neves, Ruiz, Vitinha. On a Warren Zaïre-Emery derrière, évidemment, mais peut-être penser à avoir un milieu de qualité internationale en plus
au milieu de terrain, dans le secteur défensif, bah là, mine de rien, tu te retrouves quand t'as pas Marquinhos, t'as quand même Beraldo. Hein. Beraldo qui fait le taf, mais aujourd'hui, je pense pas qu'on considère Beraldo comme un top 10 ou un top 20 défenseur central au monde. Donc peut-être également recruter un central, doubler le poste de Nuno Mendes également. On sait que c'est un joueur qui a vocation à se blesser régulièrement. On verra s'il arrive à tenir. On lui souhaite plus de blessures. Mais non, il y a quand même pas un effectif encore qui est complet, bien que ce soit un effectif très complet. Si on a envie de chercher, on peut quand même trouver. Scipion, t'en penses quoi de ça? On conclut avec ça? Ouais, c'est peut-être aller chercher un peu plus de profondeur de banc. Et encore, Nuno Mendes, c'est vrai qu'il se blessait de temps en temps, mais par contre, c'est l'une des forces du staff de Luis Enrique, c'est que l'infirmerie, je le redis, elle est vide pour ce genre de rendez-vous-là. Et ça, c'est un atout incroyable. Souvenez-vous, il y a 4-5 ans, quand les Thiago Silva, les Verratti, c'était pas là, et on se disait, oh là là, comment ça va se passer? On va devoir chercher une 4e, 5e option. Et finalement, tu as des joueurs qui sont tous aptes, et ça aussi, c'est le signe d'un club en bonne santé qui a bien pensé et comment un petit peu aborder ce genre d'étape. Non, en vrai, oui, évidemment, on peut toujours aller chercher ce 3e milieu d'une dimension supérieure, même si Fabien Ruiz, je trouve, c'est totalement pas réveillé, mais il a bien compris ce qu'attendait de lui Luis Enrique dans ce collectif, et il est en train de donner le tempo, et c'est vraiment un bon joueur de complément, d'équilibre, je trouve. Peut-être, oui, le remplaçant de Marquinhos, si tu vas aller chercher un Ibrahima Konaté, tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, le mercato a toujours reçu répondre présent, c'est une satisfaction. Et c'est vrai que tu disais la marge de progression, c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant. Enfin, si, on l'a déjà mis en avant, mais c'est vrai que par rapport au spectacle offensif que nous donne le PSG, mais c'est les joueurs de l'ombre, à l'image voilà, de João Neves. Enfin, le match hier, tu vois, c'est pas celui que tu vas le mettre en avant, mais le nombre d'efforts, de tacles. On sait que João Neves, il allait t'apporter cette activité-là. Mais le travailleur de l'ombre, c'est pour un coach, tu vois, c'est un tel kiff, c'est un tel bonheur d'avoir des mecs comme ça qui taclent partout, qui sont toujours très propres, qui vont donner de bons ballons derrière, qui vont pas perdre cette lucidité-là. Donc c'est vrai que tu peux aller, peut-être que le PSG est arrivé à 85-90%, les 10% restants, ça va être aller 1-2 postes et peut-être un peu de profondeur de banc. Mais quand tu vois la progression et par rapport aux attentes du début de saison, honnêtement, tu te dis que quand même c'est une équipe... c'est juste bluffant, la transformation et l'adaptation et la croyance dans le collectif de tous ces gars. Et juste, Braque, si je peux rajouter un tout petit truc par rapport à ça, moi je suis d'accord sur la profondeur et tout avec vous et rajouter peut-être 1 ou 2 top joueurs dans cette équipe, mais le truc, c'est là où c'est monstrueux ce qu'a réussi à faire Enrique, c'est que regarde Beraldo quand il est rentré contre Liverpool, regarde Beraldo là, je veux dire, tu peux changer quand même 2 joueurs à des postes clés, le collectif est tellement fort, chacun sait tellement ce qu'il a à faire que tu vas pas le ressentir plus que ça, j'ai envie de dire. Même si c'est remplacé par des joueurs qui sont moins bons. Donc c'est ça. C'est l'équipe qui compense. C'est ça qui est très très fort. Et c'est là où tu vois le collectif de fou qu'il a réussi à créer Luis Enrique. Donc ça te montre encore le potentiel qu'a cette équipe pour s'améliorer la saison prochaine. Mais honnêtement, ils sont déjà quand même très très bien. Bon, tu parles de Beraldo, il s'est quand même fait mélanger une fois là par Rashford sur le côté. Il y a eu une ou deux interventions. Ils n'ont pas fait grand-chose, Braque, c'est ça que je veux te dire. Il fait un peu faire, là, mais évidemment, mais c'est vrai que Beraldo, il a ce petit truc là où, bon, à chaque fois que ça vient de son côté, t'as une petite palpitation quand même. Mais après, non, mais je vais pas lui tomber dessus, hein, évidemment. Hein. Il remplace Marquinhos, ça va très bien. Juste, les gars, 20 secondes, hein, parce que à chaque fois, j'en vois là qui viennent et ils me tombent dessus en mode oui, Braque qui veut que le PSG y perde, c'est un anti-parisien. Je vois même des fois des commentaires. C'est vrai que Braque, je me pose des questions, j'ai l'impression que je suis plus pour le PSG que toi depuis un moment. Là. Alors attends, je vais mettre les choses au clair. Par rapport à ça, les gars, je supporte le PSG depuis 1996. C'est le premier club qui m'a fait vivre des émotions. C'est mon club, j'habite Paris, je suis parisien. Quand je donne des avis par rapport à Paris, par rapport à la Ligue 1, moi je pense global. Je suis plus supporter de PSG que qui tu veux. Donc commencez pas avec vos ouais, t'es pas un vrai Parisien, arrête de supporter mon club. Alors que le club, je le connaissais, vous étiez même pas un projet dans ce monde. Donc il y en a certains, je parle que à ceux là qui m'attaquent en mode c'est pas un vrai supporter du PSG. Je supporte ce club depuis très 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 longtemps. Vous inquiétez pas, c'est pas le problème, c'est jamais le débat. Si vous avez l'impression que je donne un avis qui va pas dans le sens du club, c'est pas par rapport au PSG, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien du football français. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que ce truc-là, ça commence à me saouler. Des gens qui pensent que t'es pas supporter d'un club parce que tu donnes un avis qui va pas dans le sens. Les gars, moi je suis pas dans ce supporterisme-là. Moi je vois global, je pense pour tout le monde. Et voilà, comme ça je le dis maintenant et je vous prendrai plus la tête avec ça. Messieurs,
Passons maintenant aux individus. Est-ce qu'on peut parler maintenant des Aux joueurs individus, on dirait, il y en a, ils vont faire de la tôle carrément. J'avoue. Les joueurs qui vous ont fait impression sur ce match. Kanto, ton top 3 des joueurs que t'as kiffé sur cette rencontre? Neves, Doué, Gvara. Voilà, je vais aller rapidement. Neves pour moi a été fantastique au milieu de terrain. Désiré Doué, bon bah je pense que j'ai pas la peine d'épiloguer rapidement sur son match, mais Doué et Gvara ont fait très très mal à cette défense d'Aston Villa. Ils ont permuté côté droit, côté gauche, par le dribble, par des frappes de loin. On sentait que les défenseurs savaient plus trop s'ils devaient se jeter ou essayer plus de les contenir. Donc ils ont fait beaucoup de mal. Et Neves, c'est par rapport à son hyperactivité qu'il a au milieu de terrain. J'ai l'impression que ce mec-là a déjà 10 ans d'expérience en Ligue des Champions. Donc voilà pour moi les 3 tops. D'accord, ok. Scipion. Difficile d'en citer d'autres, ils ont tellement été bons. L'évolution juste de Désiré Doué, comme je le dis, j'insiste parce que sincèrement, voir un joueur comme ça recruté à Rennes avec beaucoup d'attentes et qu'il y ait d'un coup un déclic et les débuts ont été un petit peu timides, mais depuis c'est que des très très bons matchs, du contenu, de la passe, du but, du dribble, du frisson. Enfin vraiment, je suis hyper satisfait pour lui, et puis d'une part c'est une très bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France, si on voit un peu plus loin que le PSG, de voir comme ça un mec émerger, et sincèrement chapeau, parce que il y a aussi sa capacité à être soit côté gauche, soit côté droit, soit dans le cœur du jeu. Et c'est bien aussi cette polyvalence. Et des fois, on dit, ouais, polyvalence, ça dessert le joueur parce qu'il ne sait pas s'installer. Non, là, c'est vraiment, il sait être performant partout. Et côté gauche, voilà, côté droit, chaque fois, je le trouve vraiment rayonnant dans ce secteur-là. Et Gvara, comme a dit Bruce, on pouvait se dire, voilà, est-ce qu'il va permettre un petit peu d'adaptation? Il va devoir passer de la Serie A à la Ligue 1. Mais en fait, là, c'est vraiment le Gvara de la saison 2022-2023 que je retrouve, celui qui avait ce dribble un peu dévastateur qui fait mal à l'adversaire. Matikash, il a passé un calvaire et boum, Disasi, le copain, qui vient prendre aussi sa petite claque sur la nuque comme ça. Allez, copain, toi aussi, tu vas valider ta mauvaise soirée au bout de 3 minutes. Et sincèrement, les efforts qu'il a fournis, c'est juste splendide parce que derrière, il y avait de l'activité pour aller récupérer des ballons, le premier défenseur. Donc, sincèrement, c'est vrai que si tu dois mettre 2 joueurs, c'est les 2 offensifs. Mais comme je l'ai dit, Neves, pour le symbole de l'abnégation, du nombre de ballons récupérés, c'est fort également. Ouais. Bruce, est-ce que toi, il y a d'autres joueurs dans ce match qui te viennent en tête, ou alors est-ce que tu as envie de dire des choses sur certains joueurs? Parce que c'est vrai que, en vrai, Doué et Gvara, c'est les 2 hommes du match, plus ou moins. Mais est-ce que toi, il y a des joueurs... il méritait 8 aussi, hein, perso. Ouais, c'est vrai que la note, elle est un peu dure, quand même. Franchement, le taf qu'il fait, des fois, je comprends pas les notes. Comment tu peux pas avoir la meilleure note? Tu mets Doué et lui à 8, ok, pas de souci. Ouais, donc un autre joueur, en vrai, pourquoi tu rigoles? Non, parce que je pensais que t'avais fini, c'est pour ça. Ah, j'attendais en fait. Non. Ok. Non, vous avez un peu tout dit. Après, vas-y, on peut encore parler de Vitinha, qui est l'un des meilleurs au monde en ce moment à son poste. Tout ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est incroyable. Ce mec qui gère le tempo aussi de l'équipe. T'es tellement serein avec un mec comme ça dans l'équipe. Donc voilà, on fait que le dire, le milieu de terrain est très fort. Et je parlais un peu de Ruiz tout à l'heure. Je suis content aussi que lui se soit mis un peu plus au niveau ces derniers temps. Parce que là, c'est pour moi un trio. Voilà, c'est un trio. Avant, il y avait Vitinha, Neves. Qui va être le troisième? C'est pas au niveau de ces deux-là. Franchement, Ruiz, il fait pas du tout tâche aussi. Donc voilà, c'est le milieu de terrain de manière générale. On sous-estime trop le match d'Hakimi aussi. C'est vrai qu'Hakimi fait un gros match sur les débordements et tout. Offensivement, le mec apporte énormément. Et Ruiz, oui, de toute façon, je pense que vous nous avez entendu quand même. Ça fait plusieurs semaines qu'avec Bruce... on en parle de Fabian Ruiz et que même certains nous insultent parce que justement on en parle. Aujourd'hui on se rend compte que voilà. Mais attention, par rapport à Fabian Ruiz, il y a juste un truc à préciser. On n'est pas en train de dire que le mec c'est Kevin De Bruyne. C'est pas ce qu'on est en train de dire. En fait, le mec s'intègre parfaitement dans ce milieu-là. Il se complémente parfaitement avec les 2 autres. C'est juste que ce mec a trouvé sa place dans cette équipe. C'est aussi simple que ça. On n'est pas en train de le faire passer pour le Yaya Touré de la belle époque avec Manchester City. Non, c'est juste que ce mec-là apporte dans ce club et il est plus si neutre qu'il a pu l'être par le passé avec le PSG. Moi, c'est juste ça. Sinon voilà. Fabian Ruiz ferait du bien au Real aujourd'hui. Moi, je te le dis. Il ferait pas de mal à ce Real-là au milieu de terrain. Juste pour se rendre compte des choses. T'as 2 monstres à côté, Neves, Vitinha, ok. Mais Ruiz aujourd'hui au Real, il ferait pas de tâche quand tu vois ce qu'ils ont au milieu en ce moment. Complètement d'accord. Écoutez, messieurs, de toute façon, lundi, on fera la preview du match retour. Donc là, on se posera d'autres questions par rapport à ce match qui aura lieu du coup à
à Villa Park et on va se garder du temps maintenant pour les autres matchs. Il y en avait quelques-uns, dont un, ce Arsenal-Real Madrid, 3-0, victoire 3-0 d'Arsenal, un Real qui a un peu coulé à l'Emirates. Un peu, t'es gentil. Ouais, bah couler, c'est pas mal quand même déjà. Hein, là, c'est touché, ou alors coulé, un naufrage. Touché, coulé. C'est mieux. Oui, touché, ouais. coulé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce naufrage du Real Madrid, Bruce? Moi, honnêtement, personnellement, je dis, je m'y attendais un petit peu. Maintenant, je sais pas vous. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Comme tu dis, on se disait tous à un moment donné, c'est pas possible avec la saison de merde qu'ils font, ça va finir par tomber, mais c'est le Real, tu vois, avec eux, il y a toujours ce truc-là, même si cette année, on les a jamais vus aussi nuls depuis un moment, personnellement. Donc, fallait bien que ça tombe. Là, ils ont perdu la dernière fois contre Valence, déjà, alors que normalement, c'est eux qui vont chercher ce genre de victoire à la fin. Là, tu te dis, est-ce que c'est pas en train de tourner? Et là, j'ai envie de te dire, tu as eu la confirmation avec un Real, une attaque qui se cherche mais qui se trouve jamais, qui n'est pas complémentaire, on le sait, des problèmes au milieu de terrain, des problèmes défensifs, bref, des problèmes à tous les niveaux. Heureusement qu'ils ont un Courtois, comme l'a dit Bellingham, sans Courtois, ils peuvent en prendre 5 ou 6. On est tous d'accord là-dessus, il fait un gros match, il peut rien faire sur les 3 buts. Donc voilà, il y a trop de manque cette saison au Real, une attaque qui n'est pas du tout complémentaire, qui peut pas fonctionner, on le sait tous, c'est encore plus dans des matchs de très haut niveau comme ça. Ça peut pas fonctionner avec deux mecs qui courent 8 km et 8 km et quelques. Quand tu vois les autres équipes à ce niveau-là, tout le monde court comme des chiens. En plus de ça, t'as des faiblesses à tous les niveaux, comme j'ai dit, au milieu de terrain où il y a beaucoup de difficultés. Voilà, et puis derrière, c'est pareil. Alors oui, t'as perdu des joueurs comme Carvajal et tout, ça c'est la faute à pas de chance, mais quand même, il n'y a pas de collectif avec cette équipe, donc tu sentais que ça allait leur tomber dessus à un moment donné, et puis bah, c'est tombé contre Arsenal, voilà, avec Rice aussi qui vient de chercher 2 coups francs, 2 buts extraordinaires. Merino aussi, son but est très beau, mais Arsenal, on va dire, c'est mérité. Et puis voilà, ils ont eu ce mérite de, même quand ils ont commencé à marquer le 1, le 2, de continuer à attaquer, de sentir qu'ils pouvaient mettre la tête sous l'eau définitivement de ce Real-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, bah, très très belle victoire d'Arsenal, mais ce Real-là, très très inquiétant. Après, il y avait beaucoup de signes annonciateurs pour moi. Cet effectif est mal construit, il y a trop d'ego, je l'ai dit et je l'ai redit 100 fois. Moi perso, c'est pour ça que je suis pas plus surpris que ça. Kroos a jamais été remplacé, même un minimum. On dit pas d'avoir un joueur du même niveau que Kroos, tu le trouveras pas, mais au moins un joueur de ballon, très bon passeur, en plus au milieu de terrain. Sur l'ensemble de la saison, il y a des mecs, même si là il était pas là, mais que ce soit Tchouaméni, Camavinga, tu vois, il y a du bon, mais des fois un peu du moins bon. Tu sais, quand tu passes de Casemiro, Kroos, Modric, tu vois, au milieu de terrain actuel du Real, on est quand même très loin de ça. Et quand tu vois les milieux de terrain des meilleures équipes en Europe en ce moment et ceux qui vont composer le dernier carré, c'est que des milieux de fous furieux. Donc je suis désolé, le Real est loin de ça. Et en plus de ça, tu peux même pas te rattacher à la défense ou à l'attaque aujourd'hui au Real. Donc il y a des choix qui ont été mal faits. Je pense que Pérez est grandement responsable. Parce qu'ils n'avaient pas besoin d'Mbappé, je persiste et signe, valait mieux prendre un milieu de terrain en priorité par exemple et d'autres joueurs. Donc voilà, l'effectif est complètement déséquilibré et je pense que sur cette fin de saison, ça va pas mal gueuler, il y aura pas mal d'embrouilles au Real parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va cette saison. Mais ça peut pas être que Mbappé, Bruce, parce que moi je veux bien J'ai pas dit que l'effectif est mal construit. Attends, mais... Non, mais finir en disant ils n'avaient pas besoin de Mbappé, c'est comme si ça voulait dire que c'est pas la faute de Mbappé. Non, ils n'avaient pas besoin d'Mbappé. En fait, Braque, il y a une fin de cycle. Braque, je te laisse. Il y a une fin de cycle. Ils ont gagné la Ligue des Champions la saison passée. Oui, mais là, je parle de maintenant. Braque, Vini, Mbappé, il y a un des deux qui a en trop. Après Mbappé, vend Vini alors. Oui. Pour moi, ils étaient meilleurs avec Vini sans Mbappé, mais si là t'as les deux, bah c'est par toi de Vini. Alors, si tu pourras pas avec deux mecs qui aiment pas trop défendre, Mbappé c'est pire que Vini. Ton équipe est déséquilibrée et pas complémentaire. Mbappé, c'est l'un des problèmes et il change en mal cette équipe pour moi. C'est pas le seul problème. Il y a des blessés, il y a des mecs qui sont pas au niveau, pas de souci sur ça. Mais Mbappé impose beaucoup de changements dans une équipe. Je suis désolé. Tu prenais pas Mbappé, tu gardais ton Vini, ton Rodrigo, Bellingham en soutien, tu recrutais au moins 2 milieux de terrain. Déjà, t'étais bien mieux, je suis désolé, l'équipe ressemblait à quelque chose. De vouloir aligner 3 mecs devant où c'est pas complémentaire, ça a ni queue ni tête. Ils ont tous un ego surdimensionné, certains devant. Bellingham, Vini aussi à sa manière, Mbappé, j'en parle même pas. L'effectif est mal construit, tu vas droit dans le mur avec ça. Voilà, terminé. Mais en fait, moi, il n'y a pas de problème, j'entends que du coup, ça pose un vrai problème d'avoir Mbappé et Vinicius. C'est pas ça le souci, c'est que de toute façon, Mbappé, on savait qu'il irait au Real et que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils allaient jamais ne pas le faire.
Donc maintenant qu'il est là, en fait, dire ils avaient pas besoin de Mbappé, c'est ça, moi, que je. Bah, ils avaient pas besoin de Mbappé. Oui, mais ça c'est factuel, mais de toute façon, il y est et on savait qu'il allait y aller. C'est ce que je te dis, Braque. Vends Vini alors. Sinon, ça fonctionnera jamais. Je te le dis, garde Vini, Mbappé, essaye d'agir, ça fonctionnera jamais. Vends Vini alors. Et juste, Go de Barça, quand je dis fin de cycle, tu perds Kroos, tu n'as plus Casemiro, t'as un Modric qui a 38 ans, qui est encore en train de sauver ce qu'il a à sauver. Et bien sûr que t'as une fin de cycle au Real, t'as perdu ton milieu qui t'a permis de gagner je sais pas combien de Ligue des Champions. Je suis pas en train de te dire que le Real il est mort. Je te dis que t'as une fin de cycle par rapport à un Real qui était construit d'une certaine manière et qui ne l'est plus aujourd'hui. Je pense que quand tu regardes la compo de ce match contre Arsenal, tu vois bien qu'il y a quand même une petite fin de cycle. Je vois ce que tu veux dire, Braque, mais un entre-deux. Non, Braque, tu peux pas dire que c'est complètement une fin de cycle quand t'as quand même beaucoup de joueurs très jeunes dans l'équipe. Il y en a quand même pas mal qui sont jeunes. Mais t'as quand même un énorme. Oui, mais t'avais besoin d'un renouveau, Braque. T'avais besoin d'un petit renouveau à certains postes. Oui. Je suis d'accord. Ils ont pas pris ces mecs-là. Ils ont misé tout sur Mbappé. C'est la plus grande erreur qu'ils ont fait parce qu'il fallait combler aussi d'autres manques. Voilà, là, c'est ça le problème. Mais juste, après on laissera la parole aux autres, hein, mais quand je dis fin de cycle, moi je te dis pas qu'il y a plus de joueurs dans l'équipe, je parle d'une fin de cycle par rapport à ce que le Real faisait, c'est-à-dire par rapport au milieu de terrain qu'ils avaient, par rapport à cette défense qu'ils avaient. C'est quoi que tu dis? Je dis le mot, au lieu de fin de cycle, je pense que tu veux dire c'est l'entre-deux, c'est ils avaient besoin d'un petit renouveau. Oui, bah, si tu préfères. Renouveau, si tu préfères. Si tu préfères, mais en tout cas voilà, moi c'est ça que je veux dire, hein. Je parle pas du... Évidemment ils ont des talents de tous les côtés. Kanto et Scipion, désolé les gars, Kanto, parlons quand même d'Arsenal, parce que on va pas que s'arrêter sur la performance du Real. Il y a quand même une équipe qui en a dominé une autre. Arsenal sans numéro 9, Arsenal qui a perdu Gabriel, et pourtant dans ce match-là on a quand même vu une équipe qui a fait preuve de beaucoup de maîtrise, notamment au milieu de terrain. Timber 5. Ah, et Timber 5, ouais. Mauvais joueur d'après les notations. Non, oui, Braque, effectivement, Merino à ce poste-là, déjà c'est étonnant, mais ça fait maintenant plusieurs semaines que ça dure et il est plutôt très performant quand il joue là, donc c'est carrément étonnant de voir cette équipe comme Arsenal jouer finalement sans véritable neuf. On se rappelle de leur projet qui manquait à l'époque d'un véritable neuf, ce qui est toujours plus ou moins le cas à l'heure actuelle. Ils n'ont pas un véritable tueur, mais c'est vrai que quand tu vois Merino jouer à ce poste-là et être aussi finalement efficace et important dans le collectif, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Arteta est parvenu à faire de cette équipe une machine de guerre. Alors une machine de guerre qui l'était déjà l'année dernière, une machine de guerre qui a deux doigts de passer pour prendre le titre depuis maintenant plusieurs saisons, mais une machine de guerre qui a quand même tendance à venir s'enrayer un petit peu quand il faut la jouer à l'expérience. Bon, il y a eu des facteurs clés aussi, des blessures importantes qui sont intervenues ces dernières saisons pour Arsenal à des moments qui n'étaient pas les bienvenus évidemment, mais au global on a quand même un Arteta qui petit à petit on a le sentiment qu'il arrive à trouver la bonne formule, et des joueurs qui ratent de peu, une fois, deux fois, bah on a ce sentiment-là que là, c'est peut-être la fin. Moi, je me posais cette question-là. Est-ce qu'on va avoir finalement un Arsenal au-dessus? Ça, je pensais que oui. On en a parlé dans l'émission de lundi, je crois, sur Hors-jeu. Mais en se disant toujours, bon ben voilà, c'est le Real Madrid en face. Arsenal va peut-être prendre l'aller, mais finalement, sur la double confrontation, c'est le Real qui va s'en sortir, parce que c'est comme ça. Parce qu'Arsenal manque peut-être d'expérience, comme on y a cru l'année dernière face au Bayern, si je dis pas de bêtises. Et finalement, ça l'avait pas fait. Sauf que finalement, Arsenal a été récompensé par 2 coups francs qui viennent finalement remplacer les buts qu'ils auraient pu marquer dans le jeu. Un peu ça, ouais. On voit un Arsenal qui, dans le jeu, a été au-dessus du Real Madrid. Arsenal qui, en plus, a la réussite de marquer 2 buts sur coup franc, d'avoir un moment d'histoire écrit par Declan Rice. Bah écoute, on a beaucoup parlé de PSG Liverpool et de l'autre côté du FC Barcelone pour savoir qui serait le vainqueur de la Ligue des Champions. Moi, quand je vois cette équipe d'Arsenal, je suis en train de me demander s'il ne faut pas les rajouter dans cette équation-là. Parce que moi, j'ai vu une équipe qui était assez prête. Et on pensait que le Real, même en étant moins bon, était capable d'embrouiller une équipe comme Arsenal. Et moi, j'ai vu une équipe qui a été en maîtrise, voilà, pleinement en maîtrise. Donc cette équipe-là d'Arsenal, il va falloir les prendre très très au sérieux. Parce que pour les bouger, je pense que ça va pas être évident. Et même si on sait que c'est le Real et que c'est jamais terminé, là, sincèrement, je vois pas comment le Real peut s'en sortir et peut arriver à remonter ce scénario-là. C'est vrai que c'est un bon débat, ça, par rapport à Arsenal.
Après, Braque, bon débat, Oui. oui et non, dans la mesure Non, mais où là, c'est intéressant. non, mais ils ont quand même un pied et demi en demi-finale. Donc, bon, quand t'es dans les 4 dernières équipes, évidemment que tu as tes chances quand même d'aller au bout. Donc, c'est facile de le dire maintenant. Oui, mais non, Je veux mais dire moi qu'on avait tendance à les oublier, à les mettre de côté. Oui. Et là, Une des finalement, rares équipes qui a montré une supériorité collective au PSG, même Ouais, si c'était pas exactement le même PSG, mais qui leur a fait ouais. mal. C'est Ouais, voilà. c'est vrai. C'est vrai. Mm, C'est mm, vrai. mm. Non, mais c'est pour ça, en fait, Kanto, quand même, parce que moi, je trouve que on va commencer à se rapprocher vraiment de la fin et il faut commencer à faire un état des lieux de chacune des équipes. Et c'est vrai que chaque équipe a plus ou moins ses forces, ses qualités. T'en as certaines qui ont peut-être un peu moins de défauts que d'autres et d'autres qui sont peut-être un peu mieux préparées. Mais c'est vrai que cette équipe d'Arsenal, en plus de lui manquer des joueurs quand même assez importants, arrive à faire un match assez total contre ce Real Madrid. Donc la question peut quand même se poser. Scipion, est-ce que toi, cette équipe Arsenal, notamment sur ce match-là, t'as paru comme un candidat crédible pour la suite? Ah oui, bien sûr, parce que c'est une équipe qui maîtrise tous les aspects du jeu, même l'histoire du neuf avec les absences et tout, finalement, même avec un Merino qui, on l'a vu sur certaines séquences, est peut-être pas fait pour ça, mais d'autres, finalement, il a un très bon ratio temps de jeu-but, donc c'est aussi, j'ai pas envie de dire une belle trouvaille de la part d'Arteta, mais voilà, c'est aussi un joueur qui a su s'adapter. Après la première période, j'étais un peu... J'avais pas des regrets, mais je me disais, le match d'Arsenal, le contenu était très bon, mais il y avait presque encore trop ce manque, ce respect envers le Real et Ah, il y a une des crainte fois quand même, ouais. C'est un ça. peu trop scolaire. Et je me suis dit, deux fois, tu sais, il y avait deux, trois séquences, t'as notamment l'action Mbappé à son face-à-face. Et je me suis dit, putain, ils vont peut-être passer à côté de quelque chose alors qu'il y a la place. Et en fait, la deuxième période, elle m'a renforcé dans l'idée que oui, Arsenal est supérieur au Real cette saison, que c'est l'équipe collectivement bien plus aboutie, qu'elle maîtrise voilà, beaucoup de très bons aspects, que sur les coups de pied arrêtés, on connaissait sa force, sur corner, là évidemment avec un Declan Rice qui a été touché par la grâce. Entre le premier, on se disait déjà c'est fou, il arrive à très bien contourner le mur, et le deuxième, je pense qu'on l'a tous revu, je ne sais combien de fois le ralenti, où c'est vraiment la lucarne parfaite, où le mec ça va vraiment se caler dans l'équerre, enfin vraiment ce genre de soirée où tout tourne dans ton sens. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce troisième but, c'est aussi du collectif, avec voilà Lewis Kelly qui apporte ce but à Mikel Merino, et finalement Arsenal a pu obtenir l'une des victoires les plus importantes de l'ère Arteta. Alors évidemment, faut confirmer, faut pas tomber dans le piège du Real, remontada, tout ça, mais on sentait quand même que le Real était hyper prenable, que le Real avait énormément de failles, que la défense était pas bonne, que c'était une bouillie tactique quand Ancelotti était dépassé, que les 4 ça marchait pas devant. Et voilà, et en fait c'est Arsenal qui avait les clés, et je trouve qu'ils l'ont bien mené sans paniquer, en sachant qu'il y avait quand même, tu vois, 2-3 percées à gérer, et ce qui a été très bien abouti lors de la seconde période. En plus, ils ont bien vu que le Real ne se révoltait pas, ils se sont dit non, il faut qu'on aille au Bernabeu avec le plus de buts possible dans la besace. Ils l'ont fait jusqu'au bout. Ils sont été dans un match très complet. Il y a des performances, voilà, Thomas Partey, Lewis Kelly, Saka, Declan Rice bien sûr, Timber, même Kiwior qui a fait une ou deux frayeurs, mais finalement Au pour début. voilà, mais Kiwior finalement, tu vois, il remplace Gabriel. On sait qu'il y a un écart entre eux deux, et c'est un peu comme Beraldo, il a fait le taf. Mais voilà, c'est l'équipe, on savait que le collectif était bien plus abouti, et ils l'ont montré. Et je trouve que c'est bien aussi, tu vois, de voir une équipe qui, c'est pas un terme, voilà, mais qui ne triche pas, quoi, qui tente pas de s'en remettre à du FC Miracle ou quoi. Là, c'est bien abouti, et là, c'est tout à fait mérité. Ouais. Tu voulais dire un truc, Bruce? Non, ouais, non, mais Arsenal bluffant. Et oui, pour répondre à ta question, bien sûr que c'est un prétendant sérieux. De toute façon, là, ils ont un Mm. pied trois quarts en demi. C'est une équipe, Pipion, il a bien fait d'en parler, même s'il y a quelques absents, le collectif est tellement fort que tu vas pas le ressentir forcément de ouf, même si t'es bien, t'es encore mieux quand t'as ton 11 type, mais voilà, tu peux pas composer tout le temps avec le 11 type. Saka, il revient de blessure il y a pas longtemps, mais le match qu'il te fait, c'est n'importe quoi ce joueur, qu'est-ce qu'il est fort depuis déjà X temps, c'est un monstre absolu, un des meilleurs au monde à son poste, et ça en parle peut-être pas assez. Et quand tu vois le milieu de terrain aussi, partait bluffant, tu vois. Bon, Rice, lui, c'était autre chose. Les latéraux, enfin bref, cette équipe, voilà, elle est tellement forte collectivement que bien sûr que ça peut tenir jusqu'au bout. Et si jamais ça affronte le PSG en demi sur 2 matchs, franchement, on va se régaler en termes de jeu. Ah, on peut avoir un gros match. On peut Ouais. avoir un gros match, mais on n'y est pas encore, messieurs. Il reste naturellement les retours à jouer. Top et flop de cette partie, même si vous avez cité quand même pas mal de joueurs. Un petit top, un petit flop ou deux. Hein, c'est comme vous voulez, Kanto. Les joueurs que tu veux ressortir? De ce On fait match-là, vite, hein. Ouais, de ce match-là, ouais.
Même si on en a cité pas mal. Bah, évidemment, Declan Rice, hein, Ouais. ça reste quand même la base. Et puis j'ai bien aimé quand même Lewis Kelly par rapport à Ouais. l'activité qu'il y a eu sur le match. Alors bon, ce match-là, j'étais dans le train. J'ai surtout vu la seconde période. Donc la première, j'étais dans le train, je captais à moitié. J'ai cru que t'as dit j'ai j'étais bien dans le aimé. train Lewis Kelly, moi. J'ai cru que t'allais Non, dire ça. non, j'étais dans le vrai train SNCF. Donc Ok. la première, je laguais beaucoup, donc j'ai pas tout vu. Mais la deuxième, par contre, j'étais sorti, je l'ai regardé et je me suis régalé. Ouais. Très bien, très bien. T'as pas de flop? Bah en flop, je crois que tu peux sortir Phantominus, Ectoplasma et Spectrum, hein, la ligne d'attaque madrilène, Mbappé, Vini, je pense que tu peux les mettre en Rodrigo big aussi, flop. on l'a pas vu. Rodrigo, c'est Mbappé qu'on a vu Rodrigo, légèrement plus, notamment en première. Rodrigo, on l'a pas vu, Eduardo Camavinga qui a complètement perdu le fil du match. Voilà, hein, c'est pour moi, tu peux mettre grosso modo quasiment toute l'équipe, hormis Thibaut Courtois qui fait un match où sans lui ils en prennent 5 ou 6. Mm. Mais sinon, tu peux mettre quasiment tout le Real en très mauvais match. Ouais. Bruce, top flop pour toi? Top. Bon, Rice, bien évidemment, comme il l'a dit, on va pas revenir dessus. Saka, comme j'ai dit, en première mi-temps, le petit ballon qu'il met dans la surface devant Courtois, c'est pas normal que personne vienne couper, mais tu sentais que voilà, c'est lui qui obtient le coup franc aussi, etc. Donc voilà, moi j'adore ce joueur. Et puis après, vas-y, vous avez dit Lewis Kelly, partait que j'ai beaucoup aimé. Et Timber, je trouve sous-noté aussi. Voilà. Bon. Mm. Et après, en flop, Florentino Pérez qui a fait les pires choix possibles à l'intersaison et qui va plomber le Real sur quelques saisons et qui a imposé ça à Ancelotti. Ancelotti va payer les frais. Mais c'est Florentino le gros responsable de la saison du Real et ce qui va suivre au Real maintenant. Il était sur la feuille de match, Florentino Pérez, ou pas? C'est le Ouais, non, responsable. il a bien joué, je trouve quand même. C'est le Après, responsable. bon, Bon, on peut mettre ouais, un coach en flop. Là, le responsable de ça, on a imposé des choses à Ancelotti, c'est Pérez. Florentino, moi je l'ai senti quand même un moins bien physiquement à partir de la 60e minute. Ouais, il a baissé un peu. Hein, ouais. Il a perdu en rythme. Bon, Scipion, on finit avec toi? Ouais, bah bien sûr, en top, Declan Rice pour les 2 coups de canon absolument géniaux. Et voilà, c'est 2 buts qui resteront tous dans notre mémoire collective. Le match de Thomas Partey, monstrueux d'intelligence, toujours bien placé. Il a muselé tous ses adversaires, il en a récupéré je ne sais combien, il a bien distribué. Ouais, vraiment un top match, une de ses meilleures performances de sa carrière, je trouve. Et pareil, Lewis Kelly et Timber pour les très bonnes montées au milieu, le surnombre, l'intelligence de pas trop se faire dépasser. Et vraiment, ça, c'est le football un peu moderne qui est pas juste superflu, c'est qu'il y a vraiment un apport concret de les faire monter un peu plus haut et ils ont très très bien rempli leur mission. Et après, bon, les flops côté Real, voilà, c'est les 10 hors Courtois, quoi, parce qu'ils ont tous été dépassés. On n'a même pas parlé d'Alaba où là, c'est vraiment. Cramé de chez cramé, le pauvre, ça fait de la peine. Kamavinga, j'espère qu'il y aura un réveil très très sérieux parce que là, à part faire des fautes et perdre des ballons, il servait pas à grand chose. Et bon, bah là devant, c'était aussi le maras. Mais bien sûr, Ancelotti qui a jamais su. La bataille tactique, on savait qu'elle est très compliquée, mais même les changements en cours de match, tu perds 2-0, tu fais rentrer Lucas Vazquez, je pense qu'on a tous compris quoi. Ouais. Et pour prolonger tout à l'heure, Kanto, quand tu disais qu'on parlait d'Arsenal, oui, c'est vrai qu'on en avait parlé je sais pas si c'était ce lundi ou même un peu plus tôt dans la saison, mais oui, on se posait la question de est-ce qu'ils sont pas trop un peu bébés, est-ce qu'ils vont pas trop un peu manquer d'expérience dans ces moments-là contre ces équipes-là, sachant que l'année dernière contre le Bayern, je sais plus trop s'ils étaient passés à côté de ce match-là, Si, mais ils étaient censés être favoris, ils étaient passés un peu à côté, ouais. Voilà, et c'est la question qu'on se posait, c'est est-ce que ce Arsenal finalement a changé là-dessus? Bon, là, on a déjà eu un premier élément de réponse. Il reste un match retour et après on pourra. Il n'y a plus de match retour, les gars. Le Real va même pas gagner le retour. Et ils ont dit qu'ils ont préparé quelque chose pour le retour. Oui, ils ont préparé quelque chose. Ils ont préparé la saison blanche, c'est tout. Oui, qu'ils la préparent. Poto, ce Real-là, absolument rien pour entreapercevoir juste une lueur. Faut arrêter 2 minutes au cinéma. Après, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai reçu une notice sur le téléphone. Le Kicks, apparemment, il a pas tout perdu. Hein. Tu vois, la Ligue des Champions, c'est peut-être terminé. Mais j'ai vu qu'il y avait un prélèvement de 55 millions d'euros sur le PSG. Il a pas, tu penses que c'est suffisant pour être top 5 du BO ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, il a pas perdu sa semaine entièrement. Quoi. Petit prélèvement. Il a eu les crampons Legacy aussi, Legacy Kicks. Il a pas tout perdu cette semaine. Ça s'appelle une saisie administrative. Tu connais ça, Kanto, non? Oui. On a entendu parler.
Bon, bon. Les huissiers qui tapent à la porte à 6h du mat. Ah ouais, c'est comme Paul Pogba avec Tonton Evra. Dieu merci, j'ai le sommeil lourd. Bon allez messieurs, revenons aux rencontres et on passe maintenant au Barça. Bon bien sûr, Barça Dortmund et Bayern Inter, c'était forcément les deux matchs qu'on n'avait pas choisis, hein. On avait choisi les deux autres, donc on va essayer d'essayer d'être précis, mais on sera forcément un peu plus vague, hein, ça je le sais déjà messieurs, mais vous allez quand même me dire ce que vous avez envie de me dire sur ces rencontres. Le Barça qui s'impose assez facilement quand même contre Dortmund, hein. Victoire 4-0, il n'y a pas vraiment eu de match, il n'y a pas vraiment eu de suspense dans cette rencontre-là, Bruce. Bon, c'est un train qui roule, hein. C'est un train qui roule, ils n'ont pas perdu depuis 100 ans, ils mettent des gifles à tout le monde, ils sont en pleine confiance. Le seul petit couac de ces dernières semaines, c'était Rafinha qui n'était pas dans un bon mood, tu vois, depuis la trêve internationale. Mais bon, on sentait que la LDC, ça allait lui faire du bien et ça lui a fait du bien. Écoute, ils sont en pleine confiance. De toute façon, on doutait pas trop de ce Barça contre ce Dortmund. Ils leur ont fait très mal. Les trois devant ont fait très très mal. De toute façon, ils ont tous été décisifs. Ils se font croquer les uns les autres. T'as Pedri qui est sur une autre planète depuis un moment aussi. Donc, écoute, tous les voyants sont au vert. On part sur une saison qui peut être historique pour le Barça. Ils peuvent faire le fameux quadruplé. En tout cas, ça en prend le chemin. La route est encore longue, hein, il y a encore des matchs importants, mais c'est vrai que ce Barça, il dégage quand même un sentiment de puissance assez phénoménal. T'as l'impression que ça doute de rien et ça a peur de personne. Donc voilà. Moi, je pensais que l'Inter, c'était la pire équipe pour le Barça. On aura très certainement une demi donc contre l'Inter. On verra. Je pense fortement. Hein. Ça, hein? Je le pense fortement. Ouais, je pense vraiment que l'Inter, ça peut être un match très compliqué pour le Barça. C'est l'équipe poil à gratter pour les équipes joueuses qui savent très bien jouer. Ouais. Et donc moi, dès qu'il y avait eu les tirages au début, j'avais dit le Barça, le pire tirage pour eux, ça serait l'Inter si jamais ils tombent dessus à un moment. Donc on verra, on va attendre, on n'y est pas encore. L'Inter a qu'un but d'avance aussi, même si c'est très bien parti. Mais voilà, ce Barça peut très bien aller au bout, on le sait depuis un moment. Et plus ça avance, plus on s'en rapproche. Scipion, le Barça, pour l'instant, qui donc a affronté Benfica en 8e, qu'il a affronté ce Dortmund qu'on connaît bien, on connaît plus ou moins la situation de Dortmund, et pour autant, c'est des matchs dans lesquels parfois tu peux te faire piéger, c'est des matchs où sur un rien, tu comprends pas pourquoi, mais voilà, ça tourne mal, et pourtant, voilà, le job est fait, Barça très sérieux, les individualités qui répondent, le collectif qui est là, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ouais, c'est une équipe qui doute très très peu, qui n'a pas perdu, comme l'a dit Bruce, depuis pas mal de temps, qui continue de mettre des gros scores, qui ne s'arrête pas à 1, 2-0. Ça, on a bien compris que c'était un retour au premier plan de ce spectacle offensif. Et c'est vrai que tout tourne très bien, à l'image du match de Frenkie de Jong hier, qui est très accompli. J'ai vraiment apprécié sa performance. Et comme je le disais, si le Barça veut avoir encore plus de possibilités d'aller chercher des gros titres, avoir un de Jong qui revient en premier plan, c'est évidemment une excellente nouvelle, et pour Flick, et pour lui, et pour tous ses coéquipiers. Et puis oui, avoir ce trio offensif-là qui marque, qui continue de se faire des passes D, qui continue à faire de très bons dribbles. Yamal, à un moment donné, à 5e minute, je crois qu'il met un espèce de virgule. La virgule, et où elle passe la virgule fermée, là, ouais. Ouais. Je pense qu'on l'a tous bien mis de côté dans le petit calepin, parce que c'est le genre de geste qu'on affectionne. Donc oui, c'est vraiment une performance accomplie. Voilà, on savait que Dortmund était extrêmement prenable, que c'était une équipe qui avait fait parler son expérience contre Lille. D'ailleurs, j'ai pas mal de regrets, parce que Lille, ce Dortmund-là, il était quand même super prenable. Mais là, pour le coup, contre une équipe comme ça, l'élite du football européen, il n'y a pas grand chose à faire cette saison, et ils sont fait vraiment ça a été une punition de bout en bout, rien que les 10 premières minutes. Enfin, c'est direct, ils ont mis ils ont fait le siège du but du gardien du Borussia. Ça a été très compliqué, et voilà, comme tu as dit, en plus Rafinha qui remarque, Yamal aussi qui a eu sa finition, Lewandowski qui met un doublé et qui a un record de but assez saisissant avec le Barça. Donc chapeau à tous ces gars, parce que encore une fois, dès qu'on se pose devant les matchs du Barça cette saison, on sait qu'on va jamais être déçu, qu'on va prendre beaucoup de plaisir. Ouais, on s'amuse bien. Quant non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'étais déjà en train de me projeter sur la demi-finale, mais le truc c'est que c'est pas joué de l'autre côté, même si l'Inter a quand même pris un petit avantage, même peut-être un avantage important dans ce match-là. Qu'est-ce qui peut arrêter le Barça cette année selon toi? Parce que c'est vrai qu'on les sent quand même très forts. Le PSG par exemple. Ouais, mais après ma question n'était pas dans ce sens-là, mais
En fait, on a l'impression qu'il n'y a rien qui ne va pas avec cette équipe, en fait. C'est surtout ça. Non, bah tout va, tout va. Là, de toute façon, j'allais dire, là, analyser ce match, bah, tu as deux équipes qui n'ont pas le même niveau. Donc, c'est juste ça l'analyse. C'est que tu as une équipe du FC Barcelone qui est largement au-dessus du Borussia Dortmund et une équipe du FC Barcelone qui est l'une des meilleures équipes du monde à l'heure où, à mon sens, et j'en avais déjà parlé, on a quand même un football européen dans sa globalité qui, à mon sens, est quand même assez malade. Avec le sentiment qu'il y a peut-être un petit peu mieux cette saison, on retrouve quand même certains gros qui redeviennent des grosses équipes. Mais sinon, tu prends toutes ces équipes-là, elles étaient encore malades il y a un an. Enfin, je veux dire, Dortmund passe au bichon, tu prends le Bayern Munich, ils ont fait une saison qui était cata en Bundesliga. Tu prends l'Inter Milan, on est en train de retrouver depuis quelques années une belle équipe de l'Inter. Mais ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, tu avais peut-être un contingent de 8-10 équipes européennes où tu disais, bon, ils vont se la donner, ça va être incroyable. Aujourd'hui, tu es en train de chercher peut-être les 2-3 équipes qui sont pas pourries au milieu de toutes ces équipes qui sont pourries. Et le FC Barcelone fait partie justement de ces équipes qui jouent très très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en Europe, il y a quand même assez peu d'équipes qui jouent très très bien. Et Ils vont il va tous se falloir. retrouver en demi, les équipes qui jouent au ballon. Exactement, voilà. Les équipes qui jouent au ballon vont se retrouver en demi, à savoir l'Inter Milan, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Arsenal. Donc la compétition finalement va commencer maintenant à partir des demi-finales parce que bah, tout ce qui était avant, c'était finalement des équipes qui n'ont pas le niveau de ces cadres européens. À l'époque, on en avait 8 qui étaient très forts. Aujourd'hui, on a peut-être 4 qui sont forts. Et voilà, c'est à partir des demi-finales que le FC Barcelone va avoir un vrai test. Pourquoi? Parce que l'Inter Milan, bah, c'est une équipe d'expérience maintenant, avec d'excellents joueurs, avec un bon collectif. Et finalement, c'est à partir des demi qu'on va voir le véritable test de ce FC Barcelone. Est-ce que c'est un FC Barcelone qui tient la route et qui a les épaules pour être champion d'Europe ou non, avec cet effectif qui, mine de rien, reste un effectif assez jeune. Ouais. Bon, en tout cas, le Barça option demi-finale, ça c'est quasiment réglé. Hein. Ça c'est. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Prenons un temps tout de même pour parler de la victoire de l'Inter sur la pelouse du Bayern. Et ça, c'est quand même assez fort, hein, quoi qu'on en dise. Scipion, il y a Simics, là, justement, qui on disait... le met dans combiné Fratesi ou pas, du coup? Oui, tu l'avais mis dans ton 11 combiné. On l'avait pas mis. On l'avait pas mis. Ah, d'accord. Voilà. Buteur, finalement. Ouais, comme d'hab. Non, il y a Simix qui disait sur le chat, Scipion, attention au Bayern, c'est pas fait. Alors c'est vrai que c'est pas fait, parce que pour le coup, sur l'ensemble des quarts, on a l'impression que c'est là où il y a encore un petit peu de suspense. Et pourtant, l'Inter, on connaît un petit peu la machine, on sait que c'est très rodé, on sait que c'est une équipe qui est très constante ces dernières années. Comment est-ce que tu vois les choses, toi, après ce match aller? Non, il a pas tort parce que le match du Bayern, compte tenu de tous les absents majeurs, Upamecano, Davies, bien sûr, Musiala, j'ai trouvé quand même abouti avec beaucoup d'occasions procurées. Tu vois, celle de Kane, elle est assez délirante parce qu'il a vraiment un angle qui est très très beau. Et après, on sait que c'était une configuration de match qui pouvait plaire à l'Inter, qu'ils allaient piquer. À l'image du premier but qui est fabuleux dans la construction, assez vite, le jeu au pied de Sommer, le duel gagné par Thuram, ensuite Bastoni qui fait un petit dépassement de fonction, le centre de Carlos Augusto, la remise de Thuram en talonnade, la finition de Lautaro. Franchement, le but, c'est l'une des actions collectives de la saison, je trouve, parce qu'il est vraiment très rapide, une touche de balle. Ça, franchement, c'est un petit peu à l'image de cette équipe de l'Inter qui peut faire mal à tout instant. Ça va être compliqué évidemment pour le retour parce qu'à un partout, voilà, le retour avec le but de Müller, tu disais pourquoi pas. Mais là, avec ce but de Fratelli, t'as l'impression que c'est difficile. Après, voilà, il faut pas grand chose. Hein. Kane, si il règle sa finition, pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'est là où il va avoir le plus d'intérêt de suspense. D'ailleurs, Olysée a fait un très bon match. Hein. Vraiment, il a été dans beaucoup de bons coups. Notamment ce service pour Kane qui aurait pu lui faire une très très belle passe D. Donc ça a été l'offensive du Bayern le plus remuant, le plus intéressant. En face, c'est vrai que l'Inter, on connaît l'expérience de cette équipe, sa capacité à s'adapter et à faire mal, voilà, notamment dans ces situations de contre. Et voilà, tu as eu des joueurs qui ont fait des matchs, un match du côté de l'Allianz Arena qui est juste incroyable, quoi. Bastoni, Barella, Carlos Augusto, très très bon en remplaçant Di Marco, parce que sincèrement, c'était pas évident de pallier un joueur qui est aussi conséquent, qui est l'une des références à son poste. Il a été très très bon dans tous les bons coups. Le duo Lautaro Thuram qui marche très très bien, mais c'est vrai que ce match-là, par exemple, ça symbolise pour moi, même Sommer qui en a sorti quelques-unes qui sont vraiment, vraiment intéressantes, mais ce match, ça symbolise pour moi la montée en puissance de Bastoni dans le top des défenseurs centraux. Alors, il y était il l'est déjà, il est déjà depuis quelques temps. Il fait une belle saison, mais sincèrement, il est en train de s'installer dans ce très très bon groupe parce que c'est
super propre ce qu'il fait. On sait que dans le duel 1 contre 1, il est bon, mais c'est ce qui m'intéresse, évidemment, balle au pied, ce qu'il va pouvoir donner. Et c'est quelqu'un qui est tellement serein dans sa manière d'apporter le ballon. Et encore une fois, l'action qui gagne côté gauche, ça amène ce premier but. Et il est à 50-55 mètres de sa surface. Donc vraiment, l'Inter d'Inzaghi, on sait que c'est une équipe qui est redoutable, qui est difficile à sortir. Et c'est vrai que voilà, on va attendre le retour quand même, parce que comme je te dis, c'est pas tout à fait fait pour moi. Mais dans cette configuration-là, ça peut être très intéressant de voir comment le Barça peut s'en sortir, parce que on se dit que c'est vrai que sur le papier, c'est l'équipe qui peut te poser le plus de soucis. Mais voilà, le Barça a tellement une puissance offensive. Mais quand on regarde, c'est vrai que en termes de demi-finale, que ce soit PSG Arsenal ou Barça Inter, ouais, il y a une vraie hype. Bruce, j'ai vu, toi, t'étais peut-être pas forcément d'accord. Hein, pour toi, ça a l'air d'être finito pour le Bayern. J'y crois pas du tout. Ce qui veut dire que tu vas sûrement dire du bien de l'Inter. Oui, bah non, mais je sais dire du bien de l'Inter. Non, mais c'est un stade où c'est Ah, compliqué te force d'aller. pas. Hein. C'est un stade où c'est compliqué d'aller gagner là-bas et ils ont un avantage d'un but et on sait que le Bayern a beaucoup d'absents. C'est une équipe qui est capable de très bien défendre, qui peut te piquer en contre. Tu vois aussi le match de Lautaro, il aime les duels, il résiste à tout le monde et tout. Moi, pour moi, le Bayern, c'est fini. Je veux dire, il y a un peu plus de naïveté du côté du Bayern que chez l'Inter. Et pour moi, ça se punit à ce niveau-là. Et l'Inter, c'est une des équipes les plus emmerdantes à jouer. Il y a l'expérience, il y a le vice, il y a de la qualité partout derrière, au milieu, devant. C'est une équipe qui est très équilibrée, qui peut jouer de différentes manières. Un peu caméléon aussi, qui est capable de s'adapter. Donc, non, pour moi, le Bayern, s'il voulait avoir une chance, fallait gagner l'aller. Même un nul, ça aurait pas suffi pour moi. Mais alors, perdre à domicile, pour moi, c'est fini là-bas pour aller gagner à l'Inter. Bon courage. Attention, on en a vu d'autres, hein, des retournements. Ouais, Attention, là je te donne mon avis, tu me connais, moi Bien j'y vais sûr. pas avec des pincettes en général. Je te donne mon avis et peut-être ça va me retomber dessus, je vais me tromper, mais moi j'y crois pas. Je vois l'Inter supérieur là-bas et fini. Ok. Alors, je crois qu'on est arrivé quasiment au bout. Kanto, un petit mot là sur ce Bayern, t'es un peu déçu? Moi, j'ai pas vu le match, donc je vais pas te dire. C'est pour ça que j'hésitais un peu, parce que je sais que. Non, j'ai pas regardé le match. J'ai vu que le résumé, donc je peux pas dire si je suis déçu Ouais. dans le contenu ou non. Mais au final, non, pas vraiment déçu. Que aujourd'hui, tu t'attends à mieux quand tu vois ce Bayern là toute la saison et que tu le regardes un peu jouer le week-end. Sincèrement, non. Je pense que l'Inter était une meilleure équipe que le Bayern, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup moins naïve et finalement non, pas étonné du résultat. Attention à l'Inter, ça c'est clair. On a De toute façon, peut-être ça fait tendance à un peu plusieurs, les. à part l'année dernière, mais sinon ça fait plusieurs saisons où c'était contre l'Atlético qu'ils avaient perdu, non? Il y a pas longtemps. Ils s'étaient fait Ouais, sortir. alors qu'ils étaient en très très grande Ouais. forme, ils se sont fait sortir au tir au but, ouais. Ouais, maintenant c'est devenu une constante, ça fait déjà quelques saisons qu'ils font partie des 4 meilleures équipes en Europe à chaque fois. Si on est objectif, tu te dis c'est un prétendant sérieux à la victoire finale. Et regarde, il y a eu Oui, une mais finale où ils étaient pas loin de gagner contre City. Voilà, des fois tu te fais éliminer, ça arrivait même pour City ça, mais l'Inter c'est vrai que ça va pas tarder à tomber je pense, hein, s'il continue comme ça. Hein. Si c'est pas cette année ou quoi, ça va venir leur être laissé là. je dis ça parce que souvent dans les discussions, on parle toujours du Barça, on parle toujours Ouais. à juste titre du PSG aussi, et que eux, on a tendance à, tu sais, ils font leur petit bonhomme de chemin. Même Mais en quand même ils temps, sont tant mieux. meilleurs que En même temps, tant certaines mieux. équipes, tu vois. On Ouais, va plus parler du ouais. Barça, même quand le Barça était moins, parce que c'est le Barça, tu vois ce que je veux dire. L'Inter, ça en parle moins, parce que c'est moins suivi la Serie A en vrai. Tu vois, c'est comme Bastoni, comme disait Pipion. Il est moins surveillé s'il jouait au Real ou je sais pas où, mais tout le monde dirait c'est peut-être le meilleur défenseur au monde et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil avec la Serie A. On n'a pas de diffuseur. Messieurs, on va terminer tranquillement avec Lyon, du coup. Il y a encore une équipe française engagée dans les Coupes d'Europe qui va affronter Manchester United. Ce sera ce soir. Les gars, est-ce que Lyon peut bien commencer cet aller-retour contre Manchester United? On se fait un petit tour de table. Chacun, vous allez juste donner votre sentiment sur cette rencontre à venir. Kanto, on commence avec toi. Lyon peut-il s'imposer sur ce match aller? Oui. L'OL peut s'imposer. Maintenant, moi, je vois quand même Manchester au-dessus. Donc, je vois Manchester revenir quand même avec un résultat. Mais l'OL est en capacité de s'imposer. On n'a pas le meilleur Manchester. On va voir également la composition qui sera alignée. Et puis voilà. Mais non, moi, je pense que Manchester est au-dessus. Mais Lyon joue bien. Lyon est plutôt en confiance en ce moment. Ils sont sortis de bons résultats, d'une victoire importante, notamment face à Lille. Ils ont cette capacité en Ligue Europa à se transcender et à faire une très très belle saison.
Donc non, les voyants sont verts pour l'Olympique Lyonnais, mais donc oui, ils peuvent tout à fait gagner. Ok, Kanto plutôt optimiste. Scipion, t'es comment toi? Ouais, j'ai envie de te dire que ce genre de soirée est un petit peu taillé pour des cracks, donc j'ai hâte de voir Ryan Cherki. C'est à lui de prendre ce match en main. Moi, si j'avais vraiment une induité à cibler, on parle beaucoup de son match dans le match avec Bruno Fernandes. Mais voilà, il faut vraiment, en plus, comme le dit Imhotep, il y aura un guichet fermé au Groupama, ça arrive pas tous les jours. Donc, sincèrement, en fait, quand tu prends la configuration du match, on sait que l'OL peut aller sans LDC vers le championnat. Par contre, United, il n'y a que l'Europa qui peut leur offrir cette possibilité-là. Donc voilà, ils vont avoir la pression. C'est à eux de se mettre un petit peu en difficulté, peut-être à découvert pour aller chercher. Après, on verra si c'est un match aller ouvert ou pas. Mais sincèrement, j'ai envie d'y croire. L'OL a quand même beaucoup montré de qualité, que ce soit individuelle dans le jeu, un beau renouveau sur Fonseca. Donc j'ai envie de te dire, écoute, je le sens plutôt bien pour ce soir. Peut-être retour un peu plus compliqué, mais voilà, j'ai envie d'y croire pour ce soir. Bruce, est-ce que t'es tout aussi optimiste que tes deux camarades? Ouais, non, c'est jouable. C'est un Manchester qui est ultra bancal. Et Lyon, il y a de la qualité. Et là, même en championnat, tu vois, il y a eu des choses intéressantes. Ça a recollé. Donc, c'est plutôt en confiance. Après, le problème, c'est que il y a la blessure, par exemple, de Noama, etc. Donc, ça peut manquer. Mais après, Lyon a la qualité, de toute façon, pour poser des problèmes à United. On les voit souvent en difficulté. Donc, Lyon à la maison, oui, ils peuvent le faire. Après, sur l'ensemble des deux matchs, on verra. On espère que ce bon vieux Onana va se trouver aussi. Ça serait pas mal. Ok, ok, ok. On va se regarder les cotes. Est-ce qu'on les a? Les cotes pour cette rencontre que vous allez pouvoir retrouver, bien sûr, sur Winamax. Lyon est coté à 2,45. Hein. Lyon part favori pour ce match aller. Lyon est à domicile, vous l'avez bien compris. Manchester United à 2,70 et le nul vous est proposé à 3,45. On a envie de dire, bah forcément, allez l'OL, hein, allez les clubs français pour les compétitions européennes et on espère que ça le fera En pour vrai, eux, c'est même une si belle ça me fait un affiche. peu Hein. mal de le dire. Ça rappelle le Lyon-Manchester, enfin, à toute proportion gardée. C'était pas les mêmes effectifs. Mais le Ouais, but de Benzema, tu sais, ça nous rappelle un peu des c'est vrai. souvenirs. C'est l'Europa League, mais c'est une vraie belle affiche. Et pour les deux équipes, il y a un enjeu énorme aussi. Donc, ouais, franchement, ça donne envie, ouais. De jolis souvenirs. Eh ben, merci, messieurs. On a fait tout le tour. Prochain rendez-vous, notez-le bien, comme d'habitude, c'est lundi et on fera une preview des matchs retour de Ligue des Champions. On parlera bien sûr du reste de l'actualité football. Merci beaucoup, Scipion. Merci Braque, merci à tous. Merci beaucoup, Clark. Merci bien, merci à tous. Et Bruce, je sais pas si tu continues. Si, Mais- je vais rester en live, ouais. Ah, c'est ce que je me Merci, disais. les gars. Bah, du coup, merci Allez. à toi. Eh ben, Bye bye merci tout le les monde. amis. Bonne journée, Allez. à plus, bonne soirée.